Je m'appelle Elena et j'ai 34 ans. La nuit où ma famille a enfin compris qui j'étais. Je me tenais à côté d'une table pliante dans une salle paroissiale avec une assiette en carton à la main et de la sauce sur la manche de mon pull gris. Ma mère venait de me dire de bouger. Pas doucement, pas gentiment. Elle l'a dit devant tout le monde. Elina, ne t'assois pas à la table de devant. C'est pour les gens qui ont vraiment aidé. Je me souviens exactement de la façon dont elle l'a dit. Sa voix était assez douce pour sembler polie, mais assez tranchante pour que tous ceux près du punch l'entendent. La femme de mon frère a baissé les yeux sur son téléphone pour cacher un sourire. Mon père a ajusté sa cravate et a fait semblant de n'avoir rien entendu. Ma jeune sœur, Belle, m'a lancé ce regard familier. Celui qui disait que je ne devais pas compliquer les choses. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste regardé le marque-place dans ma main. Il était de couleur crème avec des lettres dorées parce que ma mère aimait les choses qui paraissaient plus chères qu'elles ne l'étaient. Mon nom y était écrit dans sa belle écriture cursive. Elena Overflow Sitting. C'était la phrase. Pas fille, pas famille, pas comité, pas invité d'honneur. Overflow Sitting. J'ai retourné la carte une fois comme s'il y avait peut-être une erreur. Il n'y en avait pas. La salle paroissiale sentait le poulet rôti, l'encaustique et les bougies à la vanille que ma mère avait placées sur chaque table. Il y avait environ 80 personnes pour le dîner du 38e anniversaire de mes parents, voisins, cousins. Vieux amis, gens du conseil de charité, gens de l'ancienne firme comptable de mon père. Des gens qui me connaissaient depuis l'enfance. Et ils m'ont tous vu rester là avec cette carte à la main. Je me souviens d'avoir posé l'assiette doucement même si mes mains tremblaient. Puis j'ai dit, d'accord, c'était tout. Si vous avez déjà été traité comme la personne la moins importante dans une pièce que vous avez aidé à tenir ensemble, alors vous comprenez déjà le genre de silence qui s'abat sur vous à ce moment-là. Commentez d'où vous regardez si vous voulez. Je trouve toujours étrange et réconfortant de savoir combien de personnes ont vécu une version du même sentiment parce que cette nuit n'avait pas commencé dans la salle paroissiale. Elle avait commencé des années plus tôt à la table de cuisine de mes parents où j'étais lentement devenue assez utile pour qu'on dépende de moi. Mais jamais assez impressionnante pour qu'on me respecte. J'ai grandi dans une famille qui se souciait profondément des apparences. Pas maléfique, pas dramatique, juste poli. Mon père, Daniel Wickham, avait travaillé pendant des années comme comptable senior pour une entreprise immobilière régionale. C'était le genre d'homme qui croyait qu'une chemise repassée pouvait réparer presque tout. Ma mère, Marlène, siégeait au comité pour chaque collecte de fonds en ville, brunch d'hôpital, enchères de bourse, collecte de vacances. Elle savait toujours quelle famille avait donné, quelle femme avait porté la même robe 2 fois. Et quels invités devaient être placés près de l'avant pour se sentir importants. Mon frère Graham était leur fierté. Il avait un rire bruyant, une poignée de main confiante. Et la capacité de faire sonner les choses ordinaires comme impressionnantes. Il vendait des revêtements de sol commerciaux et disait à tout le monde qu'il était dans les solutions de développement. Ma sœur Belle était belle, organisée, et mariée à un orthodontiste. Elle postait des photos de famille avec des tenues assorties et des légendes sur la gratitude. Et puis il y avait moi. J'étais la silencieuse. C'est comme ça qu'ils m'appelaient quand ils étaient gentils. Quand ils ne l'étaient pas, j'étais sensible, difficile, trop sérieuse, pas très sociable. Intelligente mais pas chaleureuse, serviable mais pas excitante. Je travaillais comme spécialiste de la conformité des dossiers pour une entreprise régionale de facturation médicale. Ce n'était pas glamour. Les gens arrêtaient généralement d'écouter avant que j'aie fini d'expliquer. Je examinais les pistes de facturation, la documentation d'assurance, les contrats de fournisseurs, les approbations internes et les erreurs de remboursement. Mon travail était du genre que personne ne remarquait sauf si quelque chose tournait mal. Mais j'étais bonne à ça. Très bonne. À 32 ans, je gérais les revues d'audit interne pour 3 États. À 33 ans, j'avais aidé à découvrir 2 irrégularités majeures de facturation qui avaient économisé des
Millions à mon entreprise en pénalité. J'avais une réputation auprès des avocats, des auditeurs et des administrateurs d'hôpitaux comme quelqu'un qui pouvait trouver le document manquant dans une pile de 10 000. Ma famille ne savait presque rien de tout cela. Pas parce que je le cachais, mais parce qu'ils ne demandaient jamais. Ce qu'ils savaient, c'est que j'étais fiable. Quand mes parents avaient besoin d'aide pour trier les papiers médicaux de ma grand-mère, ils m'appelaient. Quand la femme de Graham ne comprenait pas une facture d'hôpital après la naissance de leur deuxième enfant, il m'appelait. Quand le mari de Belle avait besoin d'anciennes lettres de dons fiscaux organisées pour sa clinique, il m'appelait. Quand ma mère présidait un dîner de charité et avait besoin que des tableurs soient nettoyés, que les reçus de donateurs soient assortis et que les factures de fournisseurs soient corrigées, elle m'appelait aussi. Je suis devenu la personne qui réparait les problèmes discrets, le reçu perdu, le dépôt erroné, le paiement oublié, la liste d'invités qui ne s'équilibrait pas, l'email manquant, l'appel inconfortable que personne ne voulait passer. Mais en public, il ne me décrivait jamais comme ça. En public, j'étais Arlena. Elle est très bonne avec la paperasse, disait ma mère. Sur le même ton que quelqu'un pourrait utiliser pour une personne qui alphabétisait les boîtes de soupe. Au début, je me disais que ça n'avait pas d'importance. J'avais mon propre appartement, mon propre travail, mes propres amis, bien que pas beaucoup. J'avais un petit balcon où je cultivais du basilic et de la menthe dans des pots en céramique fissurés. J'avais une vie tranquille, et pendant longtemps, j'ai pensé que tranquille signifiait paisible. Puis mon père a pris sa retraite. C'est là que tout a commencé à peser plus lourdement sur moi. Mes parents avaient toujours vécu légèrement au-dessus de ce qu'ils pouvaient se permettre. Confortablement. Rien d'outrageux, juste la voiture plus belle, les vacances supplémentaires, les rideaux sur mesure. Les dons annuels qui les gardaient visibles dans les bons cercles. Après la retraite de mon père, ils ont commencé à lutter plus qu'ils ne l'admettaient. Je le savais parce que ma mère a commencé à m'appeler tard le soir avec de petites urgences. Pourrais-je l'aider à comprendre pourquoi la prime d'assurance avait doublé? Pourrais-je regarder une lettre de la banque? Pourrais-je vérifier si un remboursement de charité était passé? Pourrais-je s'il te plaît ne pas en parler à Graham parce qu'il avait assez de stress? Cette phrase revenait souvent. Ne pas en parler à Graham. Graham était toujours protégé de la réalité. Moi non. J'ai commencé à couvrir de petites choses. Une facture de service public, des frais de retard. Une facture de réparation pour leur chauffe-eau. Je ne leur donnais jamais d'argent de façon dramatique. Je payais directement et discrètement parce que je ne voulais pas les embarrasser. Puis le dîner d'anniversaire est arrivé. Ma mère voulait que ça ressemble à un cadeau familial pour mes parents. Une célébration du mariage, de la communauté et de l'héritage. C'étaient ses mots. Elle a créé un groupe de planification avec Graham, Belle, la femme de Graham, le mari de Belle et moi. Mais dès le début, je n'ai pas été traité comme faisant partie de la célébration. J'ai été traité comme du personnel avec un lien de sang. Graham a choisi le lieu et a pris le crédit pour avoir négocié le prix. Bien que ce soit moi qui avais trouvé le contact de la salle paroissiale et corrigé le contrat de location. Belle a choisi les fleurs et a posté des photos de palettes de couleurs en ligne. Ma mère a sélectionné le menu et a changé d'avis 4 fois. J'ai géré le budget. Puis les factures ont commencé à m'arriver. Au début, j'ai pensé que c'était accidentel. Puis j'ai remarqué le schéma. Le traiteur avait mon email. L'imprimeur avait mon numéro. La société de location m'a appelé pour le dépôt. Le musicien voulait une confirmation de ma part. Quand j'ai demandé à Graham à ce sujet, il a ri. « Tu étais meilleur pour ces trucs ennuyeux », a-t-il dit. « Ne fais pas comme si tu n'aimais pas avoir le contrôle. » Je me souviens d'être assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert. À regarder les chiffres. Le dîner devait coûter $6 000. Au moment où ma mère a fini d'ajouter des choses, c'était presque $18 000. Je lui ai dit que nous devions réduire. Elle s'est tue, ce qui n'était jamais bon signe.
Puis elle a dit, Elena. Ton père a tout donné à cette famille. Je ne pense pas qu'une belle soirée soit trop demandée. J'ai payé le premier gros dépôt parce que le traiteur menaçait d'annuler. Je me suis dit que je serais remboursé. J'ai gardé chaque reçu, non parce que je m'attendais à une dispute. C'était juste comme ça que mon esprit fonctionnait. La documentation me faisait me sentir en sécurité. 2 semaines avant le dîner, j'ai découvert quelque chose d'étrange. Le conseil de charité sur lequel ma mère siégeait avait accepté de sponsoriser une partie de l'événement parce qu'elle l'avait présenté comme un dîner d'appréciation des donateurs liés à leur fonds annuel de santé communautaire. Ce n'était pas ce qu'était le dîner. C'était une fête d'anniversaire privée. Je l'ai découvert parce qu'une des membres du conseil, une femme nommée le docteur Laurellet, m'avait copié sur un email demandant le détail final des fournisseurs. J'ai lu l'email 2 fois. Puis je suis resté très immobile. Ma mère avait utilisé le nom de la charité pour obtenir des réductions, des arrangements floraux gratuits et une subvention partielle pour le lieu. Elle avait aussi soumis des factures que j'avais déjà payées personnellement, faisant croire que la famille leur devait encore. Au début, j'ai pensé que j'avais peut-être mal compris. Alors j'ai vérifié. J'ai examiné chaque pièce jointe, chaque facture, chaque fil d'email, chaque confirmation de paiement. La vérité n'était pas compliquée. Ma mère avait pris mes paiements, laissé les fournisseurs croire que la charité était impliquée, et laissé Graham se présenter comme le principal sponsor. Il y avait des formulaires de remboursement signés avec les initiales de mon père. Bien que je sache que mon père détestait les emails et signait rarement quoi que ce soit électroniquement. Un formulaire incluait mon nom listé comme trésorière bénévole. Je n'avais jamais accepté cela. J'ai appelé ma mère ce soir-là. Elle a répondu joyeusement comme si rien n'allait mal. Je lui ai demandé pourquoi mon nom était sur un formulaire de remboursement. Il y a eu une pause. Puis elle a dit, « Oh, ne commence pas. Ce n'est que de la paperasse. » J'ai dit, « Il y a mon nom dessus. » Elle a soupiré. « Alina, c'est exactement pour ça que les gens ne t'incluent pas dans les choses. Tu rends tout lourd. » Cette phrase est restée avec moi. Non parce que c'était la chose la plus cruelle qu'elle ait jamais dite, mais parce qu'elle expliquait tant de choses. Pour eux, l'exactitude était de la lourdeur. Les limites étaient du drame. Les questions étaient du manque de respect. Et mon utilité n'était bienvenue que tant qu'elle venait sans voix. Je n'ai pas argumenté. J'ai dit, envoie-moi tous les formulaires que tu as soumis. Elle a ri une fois, absolument pas. Alors j'ai fait ce que je savais faire. J'ai documenté. J'ai sauvegardé les emails. J'ai téléchargé les accords avec les fournisseurs. J'ai demandé mes confirmations de paiement à la banque. J'ai imprimé les formulaires de remboursement. J'ai fait un dossier propre avec date, montant, nom et signature. L'objet qui contenait tout cela était un classeur bleu marine ordinaire d'une papeterie. Rien de dramatique, pas de verrou, pas d'étiquette à l'extérieur. À l'intérieur, tout était en ordre. Ce classeur était sur le siège passager de ma voiture la nuit du dîner d'anniversaire. Je ne l'ai pas apporté parce que je voulais exposer ma famille. Je l'ai apporté parce que j'avais enfin appris que quand les gens sont à l'aise pour abuser de ton silence, tu ne devrais pas arriver les mains vides. Le dîner a commencé exactement comme ma mère le voulait. Musique douce, nappe blanche, assiette à bord dorée louée à une entreprise de traiteur. Un diaporama des photos de mariage de mes parents passant près de la scène. Mon père se tenait près de l'entrée à saluer les gens comme un juge à la retraite. Ma mère flottait de table en table, touchant les épaules, acceptant les compliments, prétendant qu'elle avait personnellement arrangé chaque détail avec une grâce sans effort. Graham est arrivé tard et bruyant. Il a serré les gens dans ses bras d'un bras et leur a dit: « Nous voulions juste faire quelque chose de spécial pour maman et papa. » Ce mot faisait beaucoup de travail dans ma famille. Belle portait une robe couleur champagne et n'arrêtait pas de dire. Graham a vraiment tout organisé. Je me tenais près du mur latéral en tenant une pile de plans de table corrigés parce que ma mère
avait changé 3 tables ce matin-là. Personne ne m'a remercié. C'était normal. Ce qui n'était pas normal, c'était le marque-place. Alena Overflow Sitting. Je l'ai trouvé sur la table d'accueil à côté des cartes pour les cousins éloignés et les invités d'eux. Dernière minute. Au début, j'ai supposé que quelqu'un avait fait une erreur. Puis ma mère me l'a pris des mains, y a jeté un coup d'œil et a dit « Oui, c'est le tien ». J'ai regardé ça. Elle n'avait pas l'air embarrassée. Elle avait l'air impatiente. J'ai dit « Je ne m'assois pas avec la famille ». Elle a souri de façon serrée. Les tables de devant sont pleines. Elles sont pleines de gens que je ne connais pas. Ses yeux se sont aiguisés. « Alina, ne fais pas ça ce soir. » Puis est venue la phrase. « Ne t'assois pas à la table de devant. C'est pour les gens qui ont vraiment aidé. » Un homme de l'ancien bureau de mon père l'a entendu. Ainsi qu'une des amies de charité de ma mère. Ainsi que le mari de Belle, qui est soudain devenu très intéressé par son verre. J'ai senti quelque chose en moi se poser, pas se briser, se poser. J'ai placé la carte dans mon sac. Puis je suis allé à la table du fond. Elle était près des portes de la cuisine. Toutes les quelques minutes, les serveurs poussaient en portant des plateaux. Et la porte battante heurtait le dos de ma chaise. Je me suis assise à côté d'une cousine que je n'avais pas vue depuis 9 ans et d'une voisine qui n'arrêtait pas de demander si je faisais encore du travail de bureau. J'ai répondu poliment. J'ai mangé la moitié d'un petit pain. Puis les discours ont commencé. Graham est allé en premier. Il s'est tenu au micro avec son sourire confiant et a parlé de sacrifice, de valeurs familiales. Et d'honorer les gens qui ont tout construit pour nous. Il a dit, quand maman m'a demandé d'aider à faire arriver cette soirée. J'ai su que je devais m'impliquer. Les gens ont applaudi. Ma mère a tamponné ses yeux avec une serviette. J'ai regardé depuis la table du fond, les mains croisées sur mes genoux. Puis Belle a parlé d'amour et de loyauté. Puis mon père a remercié la salle d'être venu. Puis il a remercié Graham d'être le genre de fils que tout père espère. J'ai baissé les yeux sur mon assiette. Je n'étais pas surprise. Mais ensuite mon père a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il a dit, et bien sûr. Nous sommes reconnaissants à la Witham Family Foundation pour avoir soutenu l'événement de ce soirée. Nous avoir aidé à sensibiliser à l'accès à la santé communautaire. La salle a applaudi à nouveau. J'ai arrêté de respirer pendant une seconde. Il n'y avait pas de Witham Family Foundation. Il y avait le compte bancaire tendu de mes parents, ma carte de crédit. Et un conseil de charité qui avait été induit en erreur. C'était le moment où j'ai su que c'était plus grand qu'une insulte familiale. C'était une fraude avec des fleurs sur la table. Je me suis levé lentement et j'ai marché vers le couloir latéral près des toilettes. Ma mère m'a vu bouger et m'a immédiatement suivi. « Elena » a-t-elle murmuré en m'attrapant le coude. « Quelle que soit ton humeur, arrange ton visage. » J'ai doucement retiré sa main de mon bras. « Tu as soumis de faux formulaires de remboursement. » Son expression a changé, mais seulement pour une seconde. Puis elle a souri comme si j'étais une enfant impolie en public. « Ce n'est pas le moment, ai-je dit. »« Tu as utilisé mon nom » a-t-elle dit en se penchant plus près. « Tu ne comprendrais pas le tableau d'ensemble. » Ça m'a presque fait rire. Pas parce que c'était drôle. Parce que comprendre le tableau d'ensemble était littéralement mon travail. Avant que je puisse répondre, le docteur Laurel est apparu au bout du couloir. Elle était dans la fin de la cinquantaine, grande, composée. Avec des cheveux argentés tirés en un chignon bas. Je l'ai reconnue du fil d'email. Elle a regardé de ma mère à moi, puis vers le classeur bleu marine dans ma main. « Alina » a-t-elle demandé. Le visage de ma mère est devenu pâle. J'ai dit « Oui, docteur ». Elle s'est approchée. J'espérais pouvoir vous parler. J'ai examiné les résumés des fournisseurs cet après-midi, et j'avais quelques préoccupations. Ma mère a ri trop vite. Oh, Laurel, pas ce soir. Elena s'inquiète pour les formulaires. Elle n'est pas vraiment impliquée à ce niveau. Le docteur m'a regardé à nouveau.
J'ai ouvert le classeur. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai accusé personne à voix haute. J'ai simplement tendu la première section. Ce sont les factures que j'ai payées personnellement. Ce sont les formulaires de remboursement soumis ensuite. Ce sont les signatures que je n'ai pas autorisées. Et voici l'email où ma mère m'a listé comme trésorière bénévole sans ma connaissance. Le docteur a lu la première page, puis la seconde. Son visage n'a pas beaucoup changé, mais sa mâchoire s'est crispée. Ma mère a murmuré, « Elena, arrête. » Je ne l'ai pas regardé. Le docteur a dit, « Qui d'autre a vu ça ?» J'ai dit, « Personne pour l'instant. » Elle a fermé le classeur soigneusement. Alors nous devons corriger ça. Elle a marché vers la salle principale avec le classeur dans les mains. Ma mère l'a suivie, murmurant rapidement. Je les ai suivies toutes les deux. Graham était de retour au micro en riant d'une histoire d'enfance quand le docteur a atteint la scène. Elle ne l'a pas interrompu de façon dramatique. Elle a attendu à côté de lui jusqu'à ce qu'il la remarque. Puis elle a dit, « Je suis désolée, Graham. J'ai besoin du micro pour un moment. » Il a cligné des yeux. La salle s'est tue. Ma mère se tenait près de la table de devant, figée. Le docteur s'est présenté comme présidente du Fonds de santé communautaire. Sa voix était calme, claire et professionnelle. Elle a dit qu'il semblait y avoir une grave divergence concernant le financement et la représentation des dépenses de la soirée. Elle a dit que le conseil suspendrait toute association avec l'événement jusqu'à ce que la documentation puisse être examinée. Elle a dit que toute personne qui avait donné sous l'impression que c'était une collecte de fonds sanctionnée serait contactée directement. Puis elle a regardé vers le fond de la salle. Elena Wickham, a-t-elle dit, semble avoir soulevé ses préoccupations et fourni des registres de paiement qui n'avaient pas été divulgués auparavant au conseil. Toutes les têtes se sont tournées. Je détestais cette partie. Je détestais être regardé. Mais je suis resté immobile. Graham s'est avancé vers le micro. Son sourire avait disparu. D'accord, il y a évidemment une confusion, a-t-il dit. Ma sœur gère la paperasse. Parfois elle comprend mal les choses. Le docteur l'a regardé. Monsieur oui, les documents sont très clairs. Cette phrase a changé la salle. Pas bruyamment, mais complètement. Les gens ont commencé à regarder les tables, les fleurs, les programmes imprimés. Les cartes de dons près de l'entrée. Mon père s'est levé lentement. Marlène, a-t-il dit, non pour la réconforter. Mais parce qu'il voulait que quelqu'un d'autre explique. Le visage de ma mère s'est crispé. Elle s'est tournée vers moi et a dit, « Tu es contente maintenant ?» C'était la première chose qu'elle a demandé. Pas si les formulaires étaient faux. Pas si elle avait utilisé mon nom. Pas si elle m'avait mis en danger. Tu es contente maintenant? J'ai dit non. Et je le pensais. Rien dans ce moment ne me rendait heureuse. J'étais embarrassée, fatiguée, triste, d'une façon qui semblait ancienne. Mais j'en avais aussi fini. Le docteur m'a demandé si j'accepterais de fournir des copies au conseil juridique du conseil. J'ai dit oui. Graham a marmonné quelque chose sur la vie privée familiale. Ma mère a commencé à pleurer, mais les larmes sont venues trop tard et dans la mauvaise direction. Belle n'arrêtait pas de murmurer, c'est un malentendu. Bien qu'elle n'ait pas demandé à voir un angle de lavabo. Le dîner ne s'est pas terminé d'un coup. Ça aurait été trop propre. Ça s'est défait lentement. Les gens ont arrêté de manger. Quelques invités sont partis discrètement. Un donateur est allé à la table d'accueil et a repris une enveloppe. L'ancien collègue de mon père m'a serré la main près de la sortie et a dit « Tu as fait ce qu'il fallait. » D'une voix si basse que je l'ai presque pas entendue. Ma famille ne m'a pas parlé quand je suis parti. Ça allait. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas attendu d'être incluse. J'ai conduit jusqu'à la maison avec le classeur bleu marine sur le siège passager et je suis resté dans ma voiture pendant 10 minutes avant de monter. Mon téléphone a vibré 17 fois avant minuit. Graham m'a appelé égoïste.
Belle a dit que j'avais humilié maman. Mon père a laissé un message vocal disant qu'il y avait de meilleures façons de gérer les choses. Ma mère a envoyé seulement un texto après tout ce que nous avons fait pour toi. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé le téléphone face contre la table. Le lendemain matin, j'ai envoyé toute la documentation au docteur et à l'avocat du conseil. J'ai aussi envoyé un court message à ma famille. Je ne discuterai pas de cela par téléphone. N'utilisez plus mon nom, ma signature, mon email ou mes informations de paiement pour aucun événement. Remboursement de compte ou dépenses familiales. C'était tout. Pas d'insultes, pas d'explications. Les retombées ont pris des mois. Le conseil de charité a ouvert une revue formelle. Ma mère a démissionné avant qu'il ne la retire. Plusieurs dons ont dû être retournés. Mes parents ont dû rembourser des fonds qu'ils avaient réclamés improprement. Ça ne les a pas détruits, mais ça a changé la façon dont les gens les voyaient, et pour ma mère. C'était presque pire. Graham a essayé de se distancier en disant qu'il n'avait aidé qu'avec les aspects publics. Malheureusement pour lui, son nom était sur assez d'emails pour prouver qu'il en savait plus qu'il ne l'admettait. Son employeur en a entendu parler par quelqu'un qui avait assisté au dîner. Il a gardé son emploi, mais la réputation polie qu'il aimait tant est devenue moins polie. Belle a fait ce que Belle faisait toujours. Elle est restée près de qui semblait le plus sûr. Pendant un moment, c'était ma mère. Puis, quand les faits sont devenus plus difficiles à nier, elle m'a envoyé un message disant qu'elle souhaitait que tout le monde ait mieux communiqué. Je n'ai pas répondu. C'était le plus grand changement en moi. Pas l'exposition, pas les documents, pas même la nuit dans la salle paroissiale. Le vrai changement était que j'ai arrêté de répondre à chaque appel conçu pour me ramener dans mon rôle assigné. J'ai arrêté de réparer quand mes parents ont reçu un avis fiscal lié au remboursement. Mon père m'a appelé 3 fois. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Quand Graham a demandé si j'avais encore des copies de certaines factures parce que ces registres étaient incomplets, je lui ai dit de contacter l'avocat du conseil. Quand ma mère m'a envoyé une carte d'anniversaire avec une longue note manuscrite sur le pardon, je l'ai placée dans un tiroir et ne l'ai pas portée dans mon cœur. J'avais l'habitude de penser que les limites devaient être bruyantes pour être réelles. Ce n'est pas le cas. Parfois une limite est juste un téléphone qui reste silencieux sur la table. Une année a passé depuis ce dîner. Ma vie est plus tranquille maintenant, mais elle n'est pas vide. Je travaille toujours dans la conformité. Je remarque toujours les détails que les autres manquent. Je garde toujours les dossiers organisés et je sauvegarde les reçus et les dossiers. Mais je ne donne plus mes compétences à des gens qui confondent l'accès avec l'amour. J'ai déménagé dans un appartement plus petit plus près de la rivière avec la lumière du matin dans la cuisine et assez d'espace pour une vraie table à manger. La première fois que j'ai reçu des amis là-bas, j'ai écrit des marque-places pour tout le monde comme une blague. Mais quand je suis arrivé au mien, j'ai fait une pause. Puis j'ai écrit Elena Maison. Je sais que ça peut sembler petit. Mais après des années à être utile dans des pièces où je n'étais pas valorisé, ça m'a semblé quelque chose que j'avais mérité. Je n'attends pas que ma famille comprenne pleinement ce qu'ils ont fait. Certaines personnes n'admettent jamais la vérité si le mensonge a protégé leur image assez longtemps. Je n'attends pas non plus une excuse parfaite. J'ai appris que la paix commence parfois quand tu arrêtes d'avoir besoin que les gens qui t'ont fait du mal décrivent correctement la blessure. Ma mère a dit une fois que la table de devant était pour les gens qui avaient vraiment aidé. Elle avait raison sur une chose. Les gens qui aident devraient avoir une place. Alors maintenant je choisis des pièces où l'aide n'est pas confondue avec la faiblesse. Où les personnes silencieuses sont toujours vues. Et où mon nom n'est jamais écrit sur une carte de débordement.